Éléonore serra si fort les draps entre ses doigts qu'elle en sentit la brûlure. Par la fenêtre entr'ouverte, la lumière du soir caressait les collines, mais dans la chambre, l'air semblait figé, trop lourd. Son cœur battait avec une violence inaccoutumée, effaçant toute pensée rationnelle. Elle venait de surprendre, derrière la porte du cabinet de son père, les mots qui scellaient son destin. « Je refuse, père », lança-t-elle d'une voix étranglée, la gorge serrée par la colère et l'humiliation. Le vicomte Morel, vieilli bien avant l'âge, détourna les yeux. Assis derrière son bureau encombré de lettres scellées et de factures, il semblait soudain rapetissé, écrasé par la honte et la misère. « Ma fille, comprends, nous n'avons plus de choix. Les créanciers menacent d'emporter jusqu'à nos portraits d'ancêtres. Ce mariage était notre unique salut. » Éléonore sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler devant lui. Elle n'était pas une enfant capricieuse, mais une femme blessée dans sa dignité. « Et vous croyez vraiment que je pourrais l'aimer, ou même le respecter? Le duc d'Achecombe n'est pas un homme, c'est une transaction. » Dans la grande maison désormais glaciale, le silence pesa, brisé seulement par le soupir de son père. Dans le salon du manoir de Whitmore, Charles, duc d'Achecombe, observait la lueur vacillante du feu. Derrière la façade impassible, il était pris d'une agitation fébrile. Ce mariage, il ne l'avait pas souhaité. Mais sa réputation, si promptement souillée par les rumeurs de Londres, le poursuivait jusque dans la campagne. « Monsieur le duc, êtes-vous certain de votre choix ?» demanda son intendant, avec la prudence de ceux qui savent marcher sur la glace. Charles esquissa un sourire amer. « Certain, on ne l'est jamais. Mais il me faut une épouse, et elle, un nom. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. » Son regard se durcit, mais au fond de ses yeux, une ombre de tristesse passa, vite chassée par l'arrogance apprise à force de blessures. Le lendemain, la nouvelle du mariage arrangé se répandit dans la campagne plus vite qu'une traînée de poudre. Les dames de la paroisse, réunies devant l'église, s'indignaient à voix basse. Une Morel, livrée à ce libertin londonien. Quel scandale! Éléonore traversa la cour, droite et fière, malgré les regards appuyés. Les domestiques s'écartaient sur son passage, mi-compatissants, mi-curieux. Dans le jardin, elle retrouva sa jeune sœur, Amélie, les joues humides. « Léo, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas l'épouser, pas ce monstre. » Éléonore caressa la joue de l'enfant. « Je ne fais pas cela pour moi, Amélie. Mais il ne nous reste plus rien, hormis notre nom. » Sa voix se brisa. Elle détourna la tête pour masquer son trouble. La première rencontre officielle fut organisée dans le grand salon de la demeure familiale. Charles Whitmore entra, vêtu d'une élégance sombre, le regard froid et la mâchoire serrée. Il salua poliment le vicomte, puis se tourna vers Éléonore. Un silence lourd s'installa. « Mademoiselle Morel, je vous remercie d'accepter ce mariage. » Elle le fixa, droite, sans détourner les yeux. « Je n'ai pas accepté, j'obéis, voilà tout. » Un éclair de surprise, puis d'admiration traversa brièvement le regard du duc. Il s'inclina, esquissant un sourire énigmatique. « Je saurais me montrer digne de votre sacrifice. » Éléonore soutint son regard, défiant la tempête qui grondait en elle. Leurs voix s'éteignent calmes, mais chaque mot trahissait la violence de leurs sentiments. La rumeur, déjà, montait jusqu'au salon de Londres. Le duc d'Achecombe, l'infréquentable, allait épouser la dernière Morel. L'onde de choc promettait d'ébranler les fondations mêmes de la bonne société. Éléonore, seule dans sa chambre, la tête appuyée contre la vitre, contemplait la nuit tombante. Un choix s'imposait à elle, terrible et irrévocable. Mais déjà, au loin, elle percevait les échos d'un avenir incertain, où le devoir, la passion et le scandale allaient-on les s'entrelacer de façon inextricable. Et alors que la lune se levait sur la campagne anglaise, Éléonore sentit que sa vie ne lui appartenait plus tout à fait. Mais rien, pas même le destin, n'était écrit d'avance. Les jours s'égrenaient dans une tension sourde, chaque matin apportant son lot de regards fuyants et de paroles murmurées à demi-mot. La maison Morel,
jadis animée par les rires des enfants et les visites élégantes, résonnait désormais d'un silence pesant. Éléonore avançait dans les couloirs comme une étrangère, croisant la silhouette voûtée de sa mère, le visage pâle d'Amélie et l'ombre accablée de son père, tous incapables de soutenir son regard. Les préparatifs du mariage se succédaient avec une froideur cérémonieuse. Les couturières prenaient les mesures d'Éléonore sans chaleur, les mains rapides et les bouches pincées, chacune connaissant par cœur la rumeur qui courait dans le village et jusqu'au salon de la ville. Les invitations, gravées sur un papier ivoire, s'entassaient sur la table du salon, alors que la voix de la gouvernante résonnait dans la maison, dictant les menus et le placement des convives. Tout semblait obéir à une mécanique implacable, privée de joie et d'espérance. « Léo, veux-tu bien essayer cette robe ?» demanda sa mère d'une voix hésitante, tendant à sa fille une mousseline blanche brodée d'argent. Éléonore détourna les yeux. « À quoi bon, maman? Ce mariage n'est pas une fête. » Madame Morel posa une main tremblante sur l'épaule de sa fille, mais Éléonore sentit la distance qui les séparait, plus vaste que jamais. Elle se retira sans un mot, laissant derrière elle le parfum amer de la résignation. Charles Whitmore, lui, semblait fait de marbre. Il se présenta aux réunions familiales, avec la ponctualité et la courtoisie d'un homme parfaitement maître de lui. Toujours vêtu de sombre, il saluait chacun d'un sourire poli, discutait des arrangements sans jamais se départir de sa réserve glaciale. Les domestiques du domaine Morel, impressionnés par sa prestance, évitaient de croiser son regard. Quant aux voisins, ils se contentaient de saluer le duc avec une déférence mêlée de crainte, chuchotant à voix basse sur son passé trouble. Un soir, alors que la pluie frappait les vitres du petit salon, Charles s'assit face à Éléonore pour discuter des derniers détails de la cérémonie. La tension était palpable, chaque mot soigneusement pesé, chaque geste mesuré. « Je souhaite que la cérémonie soit brève », déclara-t-il d'une voix calme, sans émotion apparente. « Nous éviterons ainsi les regards inutiles et les commentaires déplacés. » Éléonore releva la tête, le regard dur. « Pour un homme aussi soucieux de sa réputation, vous semblez bien peu attaché aux convenances. » Un sourire glacé effleura les lèvres du duc. « Les convenances sont un luxe que ni vous ni moi ne pouvons nous offrir, mademoiselle Morel. » Elle détourna la tête, sentant la colère et la honte lui monter aux joues. Il n'était qu'un étranger, un homme aux motivations troubles, dont la présence ne faisait qu'ajouter à son humiliation. Les ragots, eux, ne cessaient de se répandre, portés par les langues acérées de la campagne et des salons. On murmurait que le duc d'Achecombe avait ruiné des fortunes, brisé des cœurs, qu'il se liait aux femmes par caprice avant de les abandonner à leur sort. On évoquait même, à mots couverts, un scandale récent à Londres, dont Éléonore ne connaissait rien mais dont le simple écho suffisait à la plonger dans l'angoisse. Un après-midi, alors qu'Éléonore traversait le marché du village, elle surprit deux jeunes femmes qui chuchotaient sur son passage. « La pauvre, on dit qu'il l'a choisie parce qu'il n'avait plus d'autre issue. Et son père, le malheureux, obligé de vendre sa propre fille. » Les mots s'enfoncèrent dans la chair d'Éléonore comme autant de poignards. Elle releva la tête, forçant un sourire digne, mais la brûlure de la honte ne la quitta pas de la journée. Le bal donné en l'honneur des fiançailles fut tout sauf festif. Les dorures des candélabres, les bouquets de roses, la musique délicate n'arrivaient pas à masquer l'atmosphère de malaise qui régnait sur les invités. Éléonore, vêtue d'une soie bleu pâle, paraissait une statue au milieu de la foule, saluant d'un geste mécanique, le regard ailleurs. Au détour d'un corridor, elle aperçut Charles, penché vers un homme aux traits aristocratiques, Lord Pembroke. Intriguée par la tension dans leur posture, elle s'approcha sans bruit, dissimulée derrière un pilier. « Tu ne me feras pas croire que tu tiens à cette jeune femme, Charles, » chuchotait Lord Pembroke, un sourire narquois aux lèvres. Le duc répondit, la voix basse mais tranchante. « Je n'ai jamais prétendu l'aimer. Ce mariage n'est qu'un arrangement. Il me fallait détourner l'attention de cette autre affaire. Tu le sais aussi bien que moi. »
Lord Pembroke émit un ricanement. « Et elle, croit-elle que tu lui offres ton cœur ?» Charles détourna le regard, visiblement agacé. « Cela n'a aucune importance, elle connaît les termes de notre accord. » Éléonore recula d'un pas, le cœur battant, une nausée soudaine lui nouant la gorge. Elle sentit le sol vaciller sous ses pieds. Ainsi, elle n'était rien de plus qu'un rempart contre le scandale. Un nom respectable pour effacer la faute d'un homme. Le peu de fierté qui lui restait s'effondra. Elle se réfugia dans les jardins, fuyant la lumière et les regards, laissant le vent froid sécher les larmes qui coulaient sur ses joues. L'idée de fuir, d'abandonner sa famille, germa soudain en elle, brûlante, presque tentante. Quitter cette cage dorée, se libérer du poids de la honte. Mais aussitôt, l'image d'Amélie, frêle et vulnérable, s'imposa à son esprit. Comment pourrait-elle les laisser sombrer dans la misère pour sauver son propre honneur? Après de longues minutes, Éléonore retourna dans le bal, la tête haute, mais le cœur déchiré. Elle croisa le regard de Charles, qui, sans un mot, sembla deviner la tempête qui l'agitait. Mais il détourna aussitôt les yeux, refermant autour de lui l'armure de son indifférence. Les jours suivants, la tension atteignit son paroxysme. Les domestiques parlaient à voix basse, les invitations affluaient. Les robes et les bouquets s'accumulaient dans la chambre d'Éléonore. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, où elle se voyait avancer vers l'autel, enchaînée par l'obligation et la honte. Un matin, Amélie entra sans frapper, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Léo, tu ne peux pas faire cela. Je préférerais être pauvre toute ma vie plutôt que te voir malheureuse. » Éléonore la serra contre elle, la voix tremblante. « Il n'y a pas de choix, ma chérie. Nous devons protéger ce qui reste de notre famille. » Elle se redressa, résolue, le visage pâle mais déterminé. Si elle devait sacrifier sa liberté, ce serait pour ceux qu'elle aimait, non pour satisfaire l'orgueil d'un homme. À mesure que la date du mariage approchait, la pression devint insupportable. Les bruits de couloir, les regards appuyés, les messes basses rendaient chaque jour plus étouffant. Éléonore avançait dans un brouillard d'angoisse et de résignation, guettant la moindre fissure dans l'armure du duc, espérant sans y croire un geste, un mot, une preuve qu'elle n'était pas qu'une monnaie d'échange. Mais Charles restait distant, presque absent, enfermé dans ses secrets et ses calculs. La veille du mariage, alors que la maison entière semblait retenir son souffle, Éléonore contempla son reflet dans la glace. Une jeune femme fière, brisée mais debout, prête à affronter son destin. La décision était prise. Elle n'abandonnerait pas les siens. Mais dans la nuit, tandis que le vent fouettait les vitres, une pensée insidieuse lui traversa l'esprit. Et si, derrière les murs de silence et de froideur, se cachait une vérité plus profonde, encore inconnue? Il ne restait plus que quelques heures avant que tout bascule. Le matin du mariage, la demeure d'Ashcombe résonnait d'un silence étrange, presque solennel. Derrière les lourds rideaux, la lumière filtrait à peine, comme si même le soleil hésitait à témoigner de l'union qui allait s'y jouer. Éléonore, drapée d'une robe d'ivoire brodée à la main, attendait dans un boudoir orné de portraits sévères. Son cœur battait avec une angoisse sourde, chaque minute la rapprochant d'un avenir dont elle ne voulait pas. Autour d'elle, les femmes s'affairaient en silence, épinglant un voile, ajustant un ruban, murmurant des formules creuses qui n'avaient rien de rassurant. « Vous êtes magnifique, madame », lança l'une d'elles, le regard fuyant, comme si le mensonge pouvait adoucir la réalité. Dans le grand hall, les invités arrivaient en procession. Les dames de la haute société londonienne s'éventaient nerveusement. Les hommes échangeaient des regards entendus. Nul ne parlait ouvertement, mais tous attendaient le moindre faux pas, guettant la disgrâce avec une gourmandise à peine dissimulée. Charles, debout près de l'autel improvisé dans la grande galerie, arborait son masque habituel, impassible, presque indifférent. Ses yeux sombres balayaient la salle sans s'arrêter sur personne. À ses côtés, le prêtre récitait ses prières.
la voix aussi froide que les pierres des murs. Le père d'Éléonore, livide, fixait le sol, tandis qu'Amélie, la gorge nouée, serrait la main de leur mère. Quand Éléonore entra, la pièce se figea. Sa démarche était droite, fière, mais ses traits trahissaient la tension. Elle croisa le regard de Charles, n'y lut que la distance d'un homme qui ne voulait pas être là. Le cérémonial s'enchaîna, chaque parole prononcée résonnant comme une sentence. « Voulez-vous prendre pour épouse ?» Les réponses, prononcées à voix basse, s'égarèrent dans l'écho de la salle. Le baiser fut une formalité. Charles effleura la joue d'Éléonore du bout des lèvres, sans chaleur. La société applaudit, polie, mais glaciale. Tout, dans cette union, n'était que façade. Le dîner se déroula dans la grande salle, sous les dorures et les candélabres. Les convives, alignés comme des figurines sur la nappe immaculée, échangeaient des propos feutrés. Éléonore, assise à la droite du duc, se sentait prisonnière d'une scène cruelle. Les conversations s'arrêtaient dès qu'elle ouvrait la bouche. Les regards s'attardaient sur elle, curieux ou condescendants. Au milieu du repas, Lady Grantham fit son entrée, enveloppée d'une robe pourpre qui semblait crier sa présence. Elle se dirigea sans hésiter vers la table d'honneur, salua Charles d'un sourire trop large, puis s'inclina devant Éléonore. « Toutes mes félicitations, duchesse », lança-t-elle d'une voix où perçait la moquerie. « Je suppose que vous devez être soulagée de voir votre nom ainsi sauvé. Peu de jeunes femmes auraient eu votre courage. » Quelques convives retinrent leur souffle. Éléonore sentit la brûlure de la honte lui monter aux joues, mais répondit d'une voix claire. « Je vous remercie, Lady Grantham. Le courage est parfois le dernier refuge de ceux qui n'ont plus le choix. » Lady Grantham laissa échapper un rire cristallin. « Oh, mais vous découvrirez bien vite que dans cette maison, le choix appartient toujours au duc, n'est-ce pas, Charles ?» Elle posa sa main gantée sur le bras du duc, l'effleurant d'une familiarité insultante. Charles ne broncha pas, se contentant d'un sourire froid, sans un mot pour sa jeune épouse. Éléonore sentit la table tourner autour d'elle, la colère et l'humiliation se mêlant en elle comme un poison. « Il est des vérités qu'une épouse ferait mieux d'ignorer, duchesse, » poursuivit Lady Grantham, la voix basse, mais assez forte pour que l'assistance entende. « Les hommes de cette maison ont des goûts variés. Je parle d'expérience. » Un éclat de rire s'éleva, brisé par un silence gênant. Éléonore, les poings crispés sur sa serviette, lança un regard implorant vers Charles. Mais il resta de marbre, fixant son assiette comme si la scène ne le concernait pas. La douleur fut plus vive que jamais. Éléonore se leva, la tête haute, et quitta la table sous les regards stupéfaits. Les murmures reprirent, plus venimeux encore. La nuit était tombée sur le domaine. Dans la chambre nuptiale, une lueur tremblait sur les murs couverts de soie. Éléonore, seule, défit les épingles de ses cheveux d'un geste fébrile. L'écho de la voix de Lady Grantham, le silence lâche de Charles, tout cela tournait en elle, la blessant plus profondément que jamais. La porte s'ouvrit sans bruit. Charles entra, toujours aussi impassible, mais ses yeux trahissaient une fatigue nerveuse. Il s'arrêta à quelques pas, la dévisagea longuement. « Vous avez fait forte impression ce soir, » dit-il enfin, d'une voix basse. Éléonore se retourna, la colère au bord des lèvres. « Forte impression. Je suis devenue la risée de votre monde, et vous n'avez rien dit. » Il détourna les yeux, le visage fermé. « Ce sont des mondanités. Elles n'ont pas d'importance. »« Pas d'importance ?» Elle le défia du regard. « Vous m'avez laissé seul face à vos anciennes maîtresses, à leurs humiliations, à leurs sous-entendus. J'aurais préféré 1000 fois l'indifférence à cette cruauté. » Charles s'approcha, la mâchoire crispée. « Je n'ai pas à me justifier. » Ce mariage était un accord. Éléonore sentit ses larmes menacées, mais elle les retint avec une fierté nouvelle. « Un accord. Je refuse d'être un ornement, un bouclier contre vos scandales. Je préfère encore l'opprobre à la servitude. » Un silence lourd tomba. Charles la fixa, déstabilisé par la force de sa révolte. « Que voulez-vous, Éléonore ?» Elle prit une inspiration tremblante, puis lança d'une voix ferme.
Je veux le divorce, ce soir, avant que vous ne posiez la main sur moi. Je l'exige. Je refuse de poursuivre cette mascarade. » Charles recula d'un pas, le souffle coupé. Une lueur de doute passa dans ses yeux, vite remplacée par une froideur blessée. « Vous savez ce que cela implique? Le scandale, la ruine. » Éléonore y acquiesça, le menton levé. « Je suis prête à tout, sauf à vivre dans le mépris de moi-même. » Un silence tendu s'installa, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Au dehors, la nuit enveloppait la demeure, indifférente au drame qui se jouait dans ses murs. Charles resta immobile, les poings serrés. Éléonore, debout face à lui, n'avait jamais semblé aussi déterminée. Deux étrangers, liés par le devoir, séparés par la fierté. Mais dans le regard du duc, une faille venait de s'ouvrir, imperceptible, comme la promesse d'un orage à venir. La nuit ne faisait que commencer. La porte venait de claquer, avec une violence telle qu'elle sembla faire trembler les boiseries de la chambre nuptiale. Charles resta pétrifié au centre de la pièce, les épaules raides, le souffle court. La demande d'Éléonore résonnait encore en lui, comme une gifle publique. Le divorce. Ce mot, prononcé d'une voix ferme, avait fissuré en un instant le vernis de contrôle qu'il s'efforçait de maintenir depuis des semaines. Furieux, il traversa la pièce à grands pas, ignorant les candélabres vacillants et les tentures précieuses. Son monde vacillait. Un divorce, ici, à peine quelques heures après la cérémonie. Les conséquences s'étiraient déjà devant lui, terribles. Le scandale, la honte, la ruine de sa réputation, la perte irrémédiable de son autorité. L'échec, devant toute la société, devant sa propre famille, et devant Éléonore elle-même. Il s'arrêta devant la fenêtre, les poings crispés sur le rebord. Dehors, la nuit était d'un noir d'encre, percée seulement par la lueur lointaine des lanternes dans la cour. Il aurait voulu hurler, fracasser quelque chose, mais la colère, chez lui, se figeait en une sorte de glace brûlante. Quand il se retourna, la chambre était vide, le parfum d'Éléonore déjà évanoui. Éléonore, elle, s'était enfermée dans ses appartements. Elle avait barricadé la porte, rejetant les tentatives d'approche des domestiques, refusant le plateau du souper, que l'on glissa devant le seuil. Assise au bord du lit, elle serrait ses genoux contre sa poitrine, luttant pour ne pas céder à la panique qui la menaçait. Les heures passaient, rythmées par le battement sourd de son cœur et le tic-tac obstiné de l'horloge. Elle savait ce qu'elle venait de provoquer. Elle n'était pas naïve. Le divorce, dans leur monde, ne se prononçait pas sans conséquence. Mais l'idée d'appartenir à Charles, d'être réduite au rôle de marchandise, lui était devenue insupportable. La scène du dîner, l'humiliation publique, la froideur du duc, tout cela l'avait conduite à la limite de ce qu'elle pouvait endurer. De temps à autre, elle entendait des pas dans le couloir, des voix étouffées. On la disait capricieuse, ingrate, folle peut-être, qu'importait. Son nom, sa dignité, ne se vendraient pas une seconde fois. À l'aube, la tempête se propagea jusqu'à la famille Morel. Un billet urgent, griffonné de la main du duc, fut remis au vicomte. Le père d'Éléonore blêmit en lisant les mots terribles. Divorce, ruine, honte. Il chancela, cherchant du regard l'appui de sa femme et d'Amélie, qui comprirent aussitôt la gravité de la situation. « Que va-t-il advenir de nous ?» sanglota Amélie. « S'il annule le mariage, nous perdrons tout. » Madame Morel se couvrit le visage de ses mains. « Nous ne pouvons pas la forcer, pas encore. » Le vicomte, lui, sentit la rage monter. Sa voix gronda. « Elle ne comprend pas. Elle met en danger le nom des Morel, notre survie même. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre jusqu'aux cuisines, puis aux écuries, jusqu'aux plus petits villages du comté. On disait déjà que la duchesse s'était rebellée, que le duc avait été bafoué. Les langues se déliaient, prêtes à condamner, à plaindre, à mépriser. De son côté, Charles dut faire face à la pression immédiate de ses proches et de ses alliés. Sa tante, la comtesse de Wycliffe, arriva dès l'aube, le visage durci par l'indignation. « Charles, c'est une catastrophe. Un divorce, ici, maintenant ?»
Songez à votre nom, à vos terres, à votre avenir. Vous devez reprendre le contrôle de cette situation. » Il détourna la tête, dissimulant le trouble qui grondait en lui. « Je n'ai pas l'intention d'être ridiculisé devant toute la société. Mais elle refuse de me parler. Elle refuse tout contact. » La comtesse posa sa main sur son bras, autoritaire. « Vous êtes le maître ici, pas elle. Montrez-le lui. Négociez si vous le devez. Mais ramenez-la à la raison. Il en va de tout ce que nous avons construit. » Charles acquiesça, mais une sourde lassitude le gagnait. Lui qui pensait avoir tout prévu, tout calculé, se retrouvait pris au piège d'une volonté plus farouche que la sienne. Il aurait pu la briser par la contrainte, mais quelque chose en lui, de l'orgueil ou un reste d'estime, l'en empêchait. La première tentative de négociation fut brève et glaciale. Charles, après avoir fait annoncer sa venue, entra dans le boudoir d'Éléonore. Elle se tenait debout près de la fenêtre, le visage fermé. « Je suis venu pour parler », commença-t-il, la voix plus lasse que dure. « Nous devons trouver une solution. » Elle ne bougea pas. « Il n'y a rien à dire, monsieur. Je ne serai pas l'objet de vos compromis. » Il serra les dents, tentant de masquer son irritation. « Un divorce, Éléonore, c'est le scandale est assuré. Pour vous, pour moi, pour vos parents. Votre père sera ruiné. Vos sœurs, sans dot. Voulez-vous porter ce fardeau ?» Elle se retourna, le regard fier. « Je veux seulement ne pas être traitée comme une marchandise. Vous n'avez jamais cherché à me connaître, seulement à m'utiliser pour sauver votre réputation. » Le silence s'étira, coupant. Charles sentit sa colère menacée d'exploser, mais il se força à garder le contrôle. « Vous avez accepté ce mariage, » souffla-t-il. « Vous saviez ce que cela impliquait. »« J'ai obéi, » répliqua-t-elle, « par devoir. Mais je ne peux plus accepter cette humiliation. » Charles laissa tomber ses bras, vaincu pour la première fois. Il sortit sans un mot, claquant la porte derrière lui. Les jours suivants furent une suite de tensions et d'attentes insoutenables. Éléonore demeurait enfermée, ne voyant que sa femme de chambre et refusant tout courrier, toute visite. On déposait ses repas devant la porte, qu'elle touchait à peine. Parfois, elle s'asseyait devant la fenêtre, contemplant les jardins, le regard perdu dans les nuages. Elle se sentait vide, mais aussi étrangement libre, maître au moins d'un refus. Dans la maison, l'ambiance s'envenimait. Les domestiques chuchotaient, les invités s'éclipsaient plutôt chaque soir. Lady Grantham, ravie du scandale, multipliait les pics acides dans les salons. Les Morel, eux, étaient au bord du désespoir. Madame Morel envoya des billets implorants. Amélie tenta de forcer la porte, mais Éléonore restait inflexible. Une nuit, son père vint lui-même supplier au seuil. « Éléonore, je t'en prie, songe à ta sœur, à ta mère. Nous ne survivrons pas à cette honte. » Éléonore sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne peux pas, père, je ne peux plus. » Il s'éloigna brisé, laissant derrière lui un parfum de désespoir. Charles, quant à lui, se débattait avec ses propres contradictions. Il passait des heures à arpenter la bibliothèque, relisant les lettres de menaces de ses créanciers, les avertissements de ses amis, les rappels de sa tante. Un divorce signifierait la perte de toutes, terres hypothéquées, alliances rompues, respect anéanti. Mais derrière la colère, une autre émotion grandissait, plus difficile à nommer. Il se surprenait à penser à Éléonore, à sa voix ferme, à son regard blessé. Il se souvenait de ses premiers mots, de sa fierté, de la façon dont elle s'était dressée contre Lady Grantham. Il s'interrogeait sur ce qu'il avait manqué, sur ce qu'il aurait pu faire autrement. Une nuit, incapable de dormir, il convoqua son ami Lord Pembroke. « Je suis dans une impasse, » confia-t-il, la voix rauque. « Elle refuse tout compromis. Je ne peux ni la forcer, ni la convaincre. » Lord Pembroke haussa les épaules. « Les femmes de caractère sont les plus dangereuses, mon cher. Peut-être que c'est justement ce dont vous aviez besoin. Mais si vous tenez à elle, il vous faudra la traiter en égal, non en sujet. » Charles fronça les sourcils, troublé.
Traiter une femme en égale, cela ne s'est jamais vu dans notre monde. Peut-être est-il temps que cela change, répondit Pembroke, mi-sérieux, mi-moqueur. Au fil des jours, la tension monta à son comble. La demeure d'Ashcombe était devenue un théâtre d'ombre, où chacun guettait la prochaine catastrophe. Les invitations furent suspendues, les rideaux tirés, le personnel réduit au strict minimum. La société londonienne, avide de scandale, attendait la chute du duc et de sa jeune épouse. Éléonore sentait la fatigue la gagner, mais ne céda rien de sa résolution. Elle passait de longues heures à écrire des lettres qu'elle déchirait aussitôt, à relire les poèmes de son enfance, à rêver d'une vie où elle aurait pu choisir librement. Parfois, elle apercevait Charles dans le jardin, silhouette sombre, et se demandait s'il la haïssait autant qu'elle le croyait. Un soir, alors que la pluie battait les vitres, Charles se présenta une dernière fois devant sa porte. « Éléonore, dit-il d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu, je ne suis pas venu négocier. Je veux comprendre. » Un silence, puis la porte s'ouvrit à peine. Éléonore apparut, pâle mais droite. « Que voulez-vous comprendre, monsieur? Que l'on ne peut acheter une femme, même pour la sauver. » Il baissa la tête, cherchant ses mots. « Peut-être que j'ai eu tort, mais il n'est pas trop tard pour faire autrement. » Elle soutint son regard, les yeux brillants de larmes retenues. « Je ne veux plus être une marchandise, Charles. Je veux être respecté, ou rien du tout. » Il hocha la tête, sincèrement ébranlé. Pour la première fois, il sembla désarmé, presque vulnérable. « Je vous laisse le choix, Éléonore, mais si vous restez, ce sera à vos conditions. » La porte se referma, mais une lueur nouvelle filtrait sous le seuil, ténue, incertaine. Dans la demeure, la tension n'avait pas disparu, mais une brèche venait de s'ouvrir dans le mur de silence et de fierté. Éléonore, seule dans sa chambre, sentit pour la première fois qu'elle tenait peut-être entre ses mains le pouvoir de tout changer. Mais la nuit ne livrerait pas encore tous ses secrets. La pluie tombait en rideaux sur les vitres d'Ashcombe, tissant des motifs troubles sur le verre. Éléonore, recroquevillée dans le fauteuil de sa chambre, observait les gouttes ruisseler, sans parvenir à apaiser la tempête en elle. Les jours de tension, de silence et d'affront avaient laissé place à une étrange accalmie, faite de distance et d'incertitude. Charles ne cherchait plus à la voir. Il avait cessé ses tentatives de dialogue, se contentant d'envoyer chaque matin un mot poli, une attention discrète. Cette trêve silencieuse lui était à la fois un soulagement et une source d'angoisse nouvelle. Pour la première fois, Éléonore se sentit maîtresse de son espace. Elle retrouvait dans la solitude la force de ses convictions. Elle écrivait, des heures durant, des lettres qu'elle n'envoyait jamais. Sur le papier, elle déversait sa rage contre l'injustice, sa détresse de femme privée de choix, son refus de n'être qu'un nom ou un ventre à héritier. Ces mots, elle les cachait dans une boîte à ouvrage, sous des bobines et des épingles, comme un trésor interdit. Mais la demeure n'était jamais tout à fait silencieuse. Parfois, elle surprenait le pas lourd du duc dans le couloir, ou la voix grave de Charles qui donnait des ordres à ses gens. Lorsqu'ils se croisaient, par hasard, dans l'escalier ou à la bibliothèque, ils échangeaient un salut distant, mais leurs regards ne se fuyaient plus tout à fait. Quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air, une tension nouvelle, moins hostile qu'auparavant. Charles, de son côté, vivait ses journées dans une agitation muette. Il passait de longues heures à arpenter le parc, indifférent à la pluie. Il évitait le regard de sa tante, fuyait les mondanités, trouvant refuge dans son bureau. Un soir, alors qu'il cherchait un livre pour tromper l'ennui, il découvrit sur la table du boudoir d'Éléonore un carnet abandonné. La couverture était usée, le ruban défait. Hésitant, il ouvrit le carnet et lut, d'abord distrait, puis captivé, les lignes acérées de la jeune femme. Elle y confiait sa honte, son impuissance, sa colère contre la condition faite aux femmes, sa peur de n'être jamais entendue. Les mots vibraient d'une lucidité douloureuse. Pourquoi faut-il toujours obéir,
courber l'échine, supplier pour un peu de respect. Sommes-nous nés pour être vendus, échangés, oubliés? Je préfère la pauvreté à la servitude, la solitude à l'humiliation. Charles sentit une chaleur nouvelle l'envahir, mêlée de trouble et de culpabilité. Il n'avait jamais songé à la violence de ce qu'elle vivait. Jusqu'alors, il n'avait vu en elle qu'une complice forcée, une pièce sur l'échiquier de son propre salut. Mais sous sa plume, Éléonore lui apparaissait dans toute la force de son désespoir et de son courage. Il reposa le carnet, bouleversé. Pour la première fois, il douta de ses propres choix, le poids de son éducation, la logique glacée de la société. Tout cela lui parut soudain dérisoire face à la vérité nue des mots d'Éléonore. Le lendemain, il donna ordre à ce que nul ne vienne troubler la jeune duchesse sans son accord. Il cessa d'exiger sa présence à table, fit prévenir la famille Morel qu'aucune décision ne serait prise sans le plein consentement de leur fille. Il ne chercha plus à la convaincre, ni à la contraindre. Ce respect, timide et maladroit, était sa manière de demander pardon. Éléonore, d'abord méfiante, sentit peu à peu l'atmosphère se transformer. On ne la pressait plus, on ne la surveillait plus. Les portes de la maison lui étaient ouvertes. Elle recommença à sortir dans le parc, à respirer l'air frais du matin, à explorer la bibliothèque, la serre, la chapelle. Les domestiques la saluaient avec respect, non plus avec pitié. Un matin, alors qu'elle traversait le vestibule, elle surprit une conversation entre Charles et le majordome. « Le don anonyme est-il bien arrivé à l'orphelinat de Millbrook ?» demanda le duc. « Oui, monsieur. Les enfants auront de quoi se chauffer tout l'hiver. » Éléonore s'arrêta, intriguée. Jamais Charles n'avait parlé d'œuvres de charité. Elle suivit l'échange, muette, puis, prise d'une impulsion soudaine, demanda au majordome des détails sur cet orphelinat. « Le duc y va parfois, madame, » confia le vieil homme avec un sourire. « Il préfère que cela ne se sache pas. » Ce même jour, saisie d'un élan de curiosité, elle proposa à Charles de l'accompagner lors de sa prochaine visite. Il l'observa un instant, l'air surpris, puis accepta d'un signe de tête. Le trajet jusqu'à Millbrook se fit dans un silence ponctué de regards en coin. Éléonore observait Charles à la dérobée, notant la crispation de sa mâchoire, la nervosité de ses mains. À l'orphelinat, l'accueil fut chaleureux. Les enfants coururent se presser autour du duc, qui, sous le regard d'Éléonore, perdit soudain de sa froideur. Il se pencha, s'enquit de la santé des petits, distribua des sourires maladroits, mais sincères. Éléonore s'étonna de le voir si à l'aise avec ses enfants délaissés, si attentif à leurs besoins. Une fillette tira sur la manche du duc. « Monsieur le duc, la duchesse va-t-elle revenir ?» Charles jeta un coup d'œil vers Éléonore, gênée. Elle s'agenouilla auprès de la fillette, caressa ses cheveux. « Je reviendrai, si vous le souhaitez, » murmura-t-elle. La fillette hocha la tête, des étoiles dans les yeux. Dans le regard de Charles, Éléonore crut lire une gratitude muette. Pour la première fois, elle ne vit pas en lui un adversaire, mais un homme blessé, capable de tendresse et de générosité. Le retour au domaine se fit dans un silence apaisé, presque complice. Les jours suivants, chacun poursuivit ses habitudes, mais les barrières s'effritaient. Charles croisa parfois Éléonore dans la bibliothèque, échangea avec elle quelques mots sur un livre, un poème, un souvenir d'enfance. Ils ne parlaient pas du passé, ni du scandale, ni du mariage. Mais dans ces silences, un accord tacite se dessinait, fragile et nouveau. Une nuit, Éléonore ne parvint pas à dormir. Elle descendit dans le salon, trouva Charles penché sur des papiers, le front soucieux. Il releva la tête, surpris. « Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil non plus ?» demanda-t-il, la voix douce. Elle s'assit près de la cheminée, observant les flammes. « J'ai trop de pensées dans la tête. Et vous ?» Il hésita, puis répondit. « Je me demande souvent si j'ai fait tout ce qu'il fallait, si j'ai seulement essayé de comprendre. » Un silence s'installa, moins gênant qu'auparavant. Éléonore sentit son cœur s'alléger. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, »
souffla-t-elle. Il acquiesça, un sourire à peine esquissé sur les lèvres. Peu à peu, la maison retrouva un souffle de vie. Les domestiques reprirent confiance. Amélie écrivit à sa sœur une lettre pleine d'espoir, où elle disait croire, pour la première fois, en la possibilité d'un bonheur. Éléonore, sans pardonner tout à fait, commença à rêver qu'un avenir pouvait se dessiner, différent de celui qu'on lui avait imposé. Quant à Charles, il ne cessa de lire et relire les lettres d'Éléonore, s'imprégnant de sa révolte, de ses rêves, de sa force. L'image qu'il avait d'elle s'en trouvait bouleversée, et la sienne, à ses propres yeux, commençait à changer. Les murs du domaine, longtemps témoins de la défiance, semblaient enfin respirer un air nouveau. Mais les ombres du passé rôdaient encore, prêtes à ressurgir au moindre faux pas. Car si la confiance commençait à naître, ni Éléonore ni Charles n'imaginaient encore à quelles épreuves ils devraient bientôt faire face. L'été s'achevait sur la campagne anglaise, enveloppant le domaine d'Ashcombe d'une lumière dorée. Éléonore commençait à peine à croire en la possibilité d'un équilibre fragile, à goûter la paix précaire qui s'installait entre Charles et elle. Mais tout bascula avec l'arrivée d'une lettre, portée à bride abattue par un jeune valet, le visage inquiet. « C'est de Morel, madame. C'est urgent, balbutia-t-il. Éléonore déchira le cachet d'un geste fébrile. Les mots tremblaient sur la page. Sa sœur Juliette, jusque-là si vive, était tombée gravement malade. La fièvre ne retombait pas, et le médecin du village restait impuissant. Le désespoir transparaissait dans chaque ligne. Éléonore sentit son cœur se serrer d'effroi. Sans réfléchir, elle courut trouver Charles, qui travaillait dans la bibliothèque. En la voyant surgir, le duc se leva d'un bond, décelant sur son visage une angoisse inhabituelle. « Juliette, elle est très mal. Je dois partir », lança-t-elle, la voix tremblante. Charles ne posa aucune question. « Je fais préparer la voiture et j'enverrai des messages au médecin de Londres. » Éléonore fut saisie par l'assurance calme de son mari. Il donna ses ordres avec autorité, fit seller les chevaux, dépêcha aussitôt 2 messagers. À peine 1 heure plus tard, ils roulaient déjà vers le vieux manoir Morel, déchirant la campagne de leur hâte. La maison familiale baignait dans une atmosphère de détresse. Juliette, si jeune encore, gisait, brûlante de fièvre, le souffle court, les yeux perdus dans le vague. Madame Morel, défaite, serrait la main de sa fille, tandis que le vicomte arpentait la pièce d'un pas désespéré. L'arrivée d'Éléonore fut un soulagement, mais la vue de Charles, imposant dans la lumière grise, suscita un murmure inquiet. Il balaya les objections d'un geste. « J'ai fait venir les meilleurs médecins de Londres. Ils seront là au lever du jour. » Personne n'osa s'opposer à lui. Cette autorité naturelle, que tant avaient crainte ou méprisée, devint tout à coup un rempart contre la peur. Éléonore s'installa au chevet de sa sœur. Les heures s'étiraient dans l'attente et la prière. Charles, fidèle à sa promesse, ne quitta pas la maison. Il coordonnait l'arrivée des médecins, veillait à ce que rien ne manque. Rassurait le vicomte par sa simple présence, mais insuffisant. Lorsqu'il surprit Éléonore, les traits tirés par la fatigue, il murmura d'une voix grave « Allez vous reposer, je veille sur elle. » Elle secoua la tête, émue par la sollicitude inattendue de cet homme qu'elle croyait si froid. Ils s'assirent ensemble, veillant la petite Juliette, partageant le silence et l'attente. Le matin, les médecins de Londres arrivèrent, chargés de remèdes et d'espoirs fragiles. Ils examinèrent Juliette, prodiguèrent leurs soins avec sérieux. Charles s'entretint avec eux longuement, exigeant qu'ils restent jusqu'à ce que la jeune fille soit hors de danger. La famille Morel fut bouleversée par une telle générosité. Éléonore, à l'écart, observait le duc. Jamais elle ne l'avait vu aussi déterminé, aussi investi. Il veillait sur Juliette comme s'il s'agissait de sa propre sœur, interrogeant les médecins, rassurant Madame Morel, organisant la maison pour que rien ne vienne troubler la convalescence. Un soir, alors que Juliette dormait enfin d'un sommeil apaisé, Éléonore trouva Charles assis dans le petit salon.
La fatigue alourdissait ses épaules, mais il gardait ce calme indéfectible. Elle s'approcha, hésitante. « Vous avez été d'un grand secours. Ma mère ne saura jamais comment vous remercier. » Il haussa les épaules sans détourner le regard du feu. « Je n'ai fait que ce qu'il fallait. Personne ne devrait souffrir seul. » Éléonore s'assit à ses côtés. Dans la pénombre, un silence doux les enveloppa. Elle osa pour la première fois lui parler sans défiance. « Pourquoi faites-vous tout cela pour nous? Je croyais que… » Il eut un sourire triste. « Vous croyez beaucoup de choses sur moi, Éléonore, mais il y a des douleurs que je connais trop bien. » Elle sentit une brèche s'ouvrir dans la cuirasse du duc. Il fixa les flammes un instant, puis, d'une voix rauque, laissa tomber. « J'avais un frère, autrefois, plus jeune que moi. Nous étions inséparables. Il est mort subitement, d'une fièvre, alors que j'étais loin. J'ai compris ce jour-là que ni l'argent ni le pouvoir ne suffisaient à protéger ceux qu'on aime. » Éléonore, bouleversée, posa timidement sa main sur la sienne. Il ne la retira pas. « Et puis, il y a eu une femme. J'ai cru l'aimer, mais elle m'a trahi. Elle voulait mon nom, non mon cœur. Depuis, je me suis juré de ne plus laisser quiconque m'approcher. » Le silence retomba, chargé de confidences et d'une douleur partagée. Éléonore sentit son propre cœur se serrer, non plus sous la colère, mais sous la compassion. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Charles serra doucement sa main, sans ajouter un mot. Ce simple contact, fragile et sincère, fit naître entre eux une complicité nouvelle. Les jours passèrent. Juliette reprenait des couleurs, et le soulagement gagna la maison. Éléonore et Charles passaient de longues soirées ensemble, veillant l'enfant, partageant des souvenirs, des doutes, parfois même des rires étouffés, pour ne pas troubler le sommeil de la convalescente. Ils n'étaient plus deux adversaires, mais deux âmes blessées, apprenant à se reconnaître dans la vulnérabilité de l'autre. Éléonore découvrit chez Charles une douceur insoupçonnée, une patience discrète. Il s'intéressait à ses lectures, l'écoutait parler de ses rêves d'enfance, de ses peurs, de ses révoltes. Parfois, il lui racontait des souvenirs de son frère, des escapades d'enfance dans le parc d'Ashcombe, des anecdotes sur la vie à Londres, mêlées d'ironie et de nostalgie. Mais à l'extérieur, la société n'ignorait rien de leur réconciliation discrète. Les rumeurs couraient à vive allure. On murmurait que le mariage du duc et de la duchesse n'était qu'une façade, un mariage blanc, où chacun vivait de son côté. Les invitations se faisaient plus rares, les regards plus appuyés. Certains jugeaient Éléonore hautaine, d'autres la plaignaient en silence. Les commérages redoublaient, attisant une tension sourde. Un après-midi, alors qu'ils prenaient l'air dans le jardin, Éléonore osa interroger Charles. « Cela ne vous dérange-t-il pas, tous ces murmures à notre sujet ?» Il haussa les épaules, un sourire mélancolique au coin des lèvres. « J'ai appris à vivre avec le jugement des autres, mais je déteste l'idée que cela puisse vous atteindre, vous. » Elle le regarda, émue. « J'ai longtemps eu peur du regard du monde, mais je crois que je commence à m'en affranchir, un peu grâce à vous. » Leurs mains se frôlèrent, sans calcul, sans gêne. Il y avait entre eux une chaleur inédite, une confiance née de l'épreuve. Pour la première fois, Éléonore sentit qu'un avenir commun était possible, fragile mais réel. Le souvenir de la maladie de Juliette, la générosité du duc, les confidences échangées, avaient tissé entre eux un lien que rien n'aurait pu forcer. Mais ce bonheur naissant demeurait précaire, menacé par le poids des convenances et la cruauté du monde. Le soir venu, alors que Juliette dormait paisiblement, Éléonore contempla Charles à la lueur des bougies. Il lui adressa un sourire timide, comme s'il craignait de briser le charme de ce moment. « Merci », souffla-t-elle, la voix pleine d'émotion. Il répondit simplement « C'est vous qui m'avez appris à voir autrement. » La complicité, désormais, était palpable. Mais dehors, dans l'ombre, la société continuait de juger, prête à s'emparer du moindre faux pas. Éléonore le savait. La bataille pour leur bonheur ne faisait que commencer.
Le carrosse s'arrêta devant la demeure illuminée du comte de Ravenshire. Londres, ce soir-là, semblait battre au rythme des invitations dorées et des calèches étincelantes. Les bals de la capitale étaient le théâtre où se jouaient les réputations. Et, pour la première fois depuis leur mariage, Éléonore s'y rendait en épouse du duc d'Ashcombe. Elle s'était préparée longuement, la gorge serrée d'angoisse mais le port altier. Sa robe de tulle gris-perle, rehaussée d'un léger fil d'argent, soulignait sa silhouette sans ostentation. Dans le miroir, elle aperçut Charles, prêt lui aussi, vêtu d'un frac sombre. Leur regard se croisa. Il y lut de la détermination, bien plus que de la peur. « Prête ?» demanda-t-il d'une voix grave. Éléonore inspira profondément. Aussi prête qu'on puisse l'être. Dans le vestibule, il lui offrit son bras. Un geste simple, mais chargé d'une tendresse silencieuse. Ils montèrent ensemble les marches de marbre, sous les regards déjà curieux des invités. À l'intérieur, la chaleur des lustres, le bourdonnement des voix, le froissement des étoffes rivalisaient d'éclat. Dès leur entrée, le couple attira tous les regards. Quelques dames se penchèrent à l'oreille de leurs voisines. Des sourires en coin se dessinèrent, et les messieurs inclinèrent la tête, non sans une pointe de condescendance. Éléonore sentit le poids de ces observations, mais elle releva le menton. Les paroles de sa sœur Juliette, la tendresse de Charles, les épreuves traversées ensemble, tout cela lui donnait une force nouvelle. Elle avança, fière, saluant les hôtes avec une grâce polie. « Madame la Duchesse, quelle surprise de vous voir à Londres !» lança Lady Grantham, son éternel sourire acide aux lèvres. « J'espère que la campagne ne vous a pas trop changé », ajouta une autre, d'un ton doucereux. Éléonore répondit sans se départir de son calme. « La campagne enseigne la patience, madame. Un atout précieux, surtout lors des longues soirées mondaines. » Autour d'elle, quelques jeunes femmes échangèrent des regards approbateurs, surprises par l'assurance d'Éléonore. Charles, témoin de la scène, sentit une fierté nouvelle naître en lui. Loin d'être la jeune épouse effacée que la société attendait, Éléonore affirmait sa dignité avec éclat. La soirée s'étira en valse, en conversation feutrée, en jeu de regards. Éléonore, à plusieurs reprises, fut isolée par de petits groupes avides de piques et de sous-entendus. « Dites-nous, Duchesse, est-il vrai que vous vivez séparément? On raconte que le duc ne dort jamais dans vos appartements. » Éléonore soutint le regard de Lady Pembroke, un sourire doux sur les lèvres. « On raconte tant de choses à Londres. Il est parfois plus sage d'ignorer les rumeurs que de leur donner du crédit. »« Mais vous, cher ami, qu'en dites-vous » insista la femme, les yeux brillants de malveillance. Charles s'approcha alors, sa haute silhouette imposant soudain le silence. Il posa sa main sur celle d'Éléonore, la voix claire et assurée. « Ma femme mérite le respect, madame. Je ne tolérerai aucune insinuation en sa présence. Si vous tenez tant à parler de notre vie privée, sachez qu'elle ne regarde que nous. » Le silence s'abattit. Lady Pembroke pâlit, décontenancée. Éléonore sentit une vague de gratitude la submerger. Charles ne l'avait jamais défendue ainsi, publiquement, face à la meute. Plus loin, certains invités murmurèrent mais la position du duc était sans équivoque. Les regards se changèrent. Là où l'on voyait une épouse sacrifiée, on découvrait un couple soudé, défiant l'adversité. Plus tard, dans la galerie des glaces, Éléonore s'isola un instant pour reprendre son souffle. Charles la rejoignit, marchant sans bruit sur le parquet ciré. « Je crois que vous avez fait forte impression ce soir », murmura-t-il, un sourire discret au coin des lèvres. Elle lui répondit, le regard brillant. « Ce n'est pas moi, mais vous qui avez changé les choses. Merci. » Il haussa les épaules. « Il était temps que je comprenne ce qui compte vraiment. » Un silence doux s'installa, ponctué par le lointain écho d'une valse. Charles tendit la main, hésitant. « Accordez-moi cette danse ?» Éléonore glissa sa main dans la sienne. Ils valsèrent, portés par la musique,
oubliant pour un instant le monde autour d'eux. Leurs corps se rapprochèrent, leurs souffles se mêlèrent. Une chaleur nouvelle naquit de cette proximité inédite. Le retour au manoir fut silencieux, traversé par une tension douce faite d'attente et d'envie contenue. Dans la chambre, Charles aida Éléonore à dénouer son collier, effleurant la peau nue de sa nuque. Elle frissonna, mais ne recula pas. Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, la regarda longuement, cherchant dans ses yeux l'écho de ses propres sentiments. « Je n'irai pas plus loin, Éléonore, je vous l'ai promis, » murmura-t-il. Elle posa sa main sur la sienne, l'y retint. « Je sais, mais restez. » Il s'assit auprès d'elle, leurs mains enlacées. Ils parlèrent à voix basse, partagèrent des souvenirs, des rires, des silences. Parfois, leurs lèvres se frôlèrent, timidement, avec la tendresse hésitante des amants qui apprennent à s'apprivoiser. Le désir, lent, s'installa entre eux, tissant une toile invisible de confiance et de complicité. Pour la première fois, Éléonore ne craignait plus la nuit, ni l'avenir. Au petit matin, Charles dormait, assis dans le fauteuil près du lit, et Léonore levée contre lui, paisible. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux, baignant la pièce d'une lumière nouvelle. Mais, au-delà de leur bulle de tendresse, Londres continuait de bruire. Les rumeurs circulaient, les regards épiaient. La société attendait la moindre faille. Et Léonore le savait, rien n'était encore gagné. Mais désormais, elle n'était plus seule à lutter. Et, dans le miroir de l'aube, elle entrevit la promesse d'une histoire qui ne demandait qu'à s'écrire. Le bal n'avait été qu'un commencement. D'autres épreuves, d'autres choix les attendaient, au seuil d'un bonheur encore fragile. Le printemps s'annonçait à peine, promettant 1000 renaissances, quand le bonheur d'Éléonore et Charles fut frappé d'une ombre soudaine. Londres, toujours avide de scandales, se réveilla un matin avec un nouveau sujet de conversation. La duchesse d'Ashcombe aurait, disait-on, une liaison secrète avec le jeune poète Wilfred Blakemore. Personne ne savait vraiment d'où venaient ces rumeurs, mais tous les salons s'en repaissaient avec une délectation cruelle. Au centre de ce tumulte, Lady Grantham rayonnait d'un éclat vénéneux. Sa voix traînante, ses confidences murmurées aux oreilles de dames influentes, ses regards appuyés sur Charles laissaient peu de doute sur l'origine de la rumeur. Elle glissait le poison avec art, s'assurant que chaque mot atteignait sa cible. Éléonore n'apprit la nouvelle que par hasard, au détour d'une conversation chuchotée dans la bibliothèque. On raconte qu'elle reçoit ce poète dans ses appartements, que le duc l'ignore, ou pire, qu'il tolère tout cela pour sauver les apparences. Un silence puis un rire s'étouffait. Le sang d'Éléonore se glaça. Elle rentra dans ses appartements, le cœur battant, la gorge serrée. Elle savait l'inimitié de Lady Grantham, mais n'imaginait pas que l'ancienne maîtresse du duc irait si loin. Charles, lui, fut informé dès le matin par Lord Pembroke, l'air gêné, mais ferme. « On parle partout, Charles. La réputation de la duchesse et la vôtre sont en jeu. » Le duc pâlit, oscillant entre la colère et le doute. Il se rappela les lectures nocturnes d'Éléonore, ses promenades dans les jardins, ses conversations passionnées avec Wilfred, invité à 2 reprises lors de dîners littéraires. Le souvenir d'un éclat de rire partagé, d'un regard complice, le piqua plus qu'il n'osait l'avouer. Il chercha Éléonore, la trouva dans le petit salon, livide mais droite. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, la voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « As-tu une liaison avec ce poète ?» Elle se redressa, indignée. « Comment peux-tu me soupçonner après tout ce que nous avons traversé ? Je n'ai jamais rien fait de répréhensible. » Il détourna les yeux, blessé dans son orgueil et sa confiance. « Tout Londres parle. Lady Grantham affirme t'avoir vu. » Éléonore sentit la colère lui monter aux joues. « Lady Grantham me hait, tu le sais. Et tu préfères croire une vipère plutôt que ta propre femme ?» Leur dispute éclata, violente, brisant la paix fragile qu'ils avaient de bâtie. Les mots, aiguisés par la jalousie et l'humiliation, claquèrent entre eux. Charles, déchiré par le doute, ne trouva pas la force de défendre Éléonore devant la société. Elle, humiliée, brisée par le manque de foi de son époux, décida de partir.
Elle fit ses bagages dans le silence, refusant l'aide de la domestique. D'un mot bref, elle prévint Charles. « Je pars chez ma tante à la campagne. Il ne sert à rien de me retenir. » Madame Morel, prévenue, envoya un billet inquiet, mais Éléonore ne céda pas. Dans le carrosse qui l'emportait loin de Londres, elle sentit ses larmes couler, silencieuses, plus amères que jamais. Elle pensait à la tendresse naissante, aux nuits partagées dans la confiance, à tout ce qui était désormais brisé. Charles, resté seul dans le grand manoir, erra des heures dans les couloirs. Il relut les lettres d'Éléonore, se remémora sa dignité, sa droiture, les souvenirs des derniers mois, de leur rapprochement, de la maladie de Juliette, de leur confidence, lui revinrent avec une force implacable. Il songea à Wilfred Blakemore, à ses vers passionnés, mais aussi à l'indifférence polie d'Éléonore pour le jeune homme hors des salons. La vérité s'imposa à lui, brutale. Il avait douté d'elle parce que son propre cœur restait blessé par le passé, parce qu'il craignait de n'être jamais digne de la confiance d'Éléonore. Sa fierté lui avait fait commettre l'irréparable. La nouvelle de la fuite d'Éléonore parvint à Lady Grantham, qui s'en réjouit ouvertement. Lors d'un dîner, elle osa aborder le duc, triomphante. « Vous voyez, Charles, je vous avais prévenu. Une femme aussi libre n'est pas faite pour la fidélité. » Mais cette fois, Charles ne détourna pas le regard. Il se leva lentement, dominant la salle de sa stature et de sa colère froide. « Lady Grantham, votre présence sous mon toit est une insulte à ma maison et à mon honneur. Vous avez semé la calomnie et la discorde. Je vous ordonne de quitter Ashcombe et de ne plus jamais vous mêler de nos vies. » La voix du duc claqua dans le silence du salon. Lady Grantham blêmit, se leva et quitta la pièce sous les yeux stupéfaits de l'assemblée. Dès ce soir-là, son influence disparut des cercles d'Ashcombe comme une ombre chassée par la lumière. Charles ne perdit pas un instant. Il fit seller ses chevaux, rassembla quelques affaires et prit la route de la campagne, décidé à retrouver Éléonore. Le voyage fut long, traversé de doutes et de remords. Il se répétait les mots qu'il lui dirait, redoutant de ne pas être pardonné. Lorsqu'il arriva devant la maison de la tante d'Éléonore, c'était déjà le soir. Il demanda à la voir. Éléonore, pâle mais digne, le reçut dans le petit salon fleuri. Il s'agenouilla devant elle, sans fierté, les yeux emplis de larmes. « Je t'ai fait du mal, Éléonore. J'ai cru les rumeurs. J'ai douté de toi. J'ai laissé mon orgueil et mon passé détruire ce que nous avions construit. Je te demande pardon, du fond du cœur. » Éléonore le fixa longuement, lisant la sincérité dans ses yeux. Sa voix trembla, mais resta ferme. « Ce n'est pas à moi de porter le poids de tes blessures, Charles. Mais je n'ai jamais cessé d'espérer que tu apprennes à me faire confiance. » Il prit sa main, la serra contre sa joue. « Je veux réapprendre. Je veux lutter pour toi, pour nous. » Un silence, doux et fragile, s'installa entre eux. Puis, Éléonore soupira, un sourire timide aux lèvres. « Alors commence par me croire. » Charles acquiesça, étreignant sa main, le visage baigné de soulagement. Mais, dehors, le vent de la rumeur soufflait encore, et le chemin vers la réconciliation serait semé d'embûches. Rien n'était définitivement acquis, mais ce soir-là, une promesse nouvelle naquit, plus forte que le scandale et les blessures du passé. Le salon de la tante d'Éléonore baignait dans une lumière pâle, filtrée par les rideaux de mousseline. Le silence, après la confession de Charles, était lourd de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui restait à dire. Éléonore, droite dans son fauteuil, les mains croisées sur ses genoux, fixait son mari avec un mélange de douceur et de gravité. « Je ne retournerai pas à Londres, » déclara-t-elle, « à moins que tu acceptes une chose, nous serons égaux. Pas de mensonge, pas de décision sans moi. Je ne veux plus être une ombre derrière ton nom, ni une statue d'honneur dans tes salons. » Charles, encore marqué par la douleur de leur séparation, acquiesça sans hésiter. « Je te le promets, je veux te traiter en égal. J'ai compris, enfin. » Elle observa le trouble sincère dans ses yeux. Il ne suffit pas de le dire. Je veux des actes. Il se leva, s'approcha d'elle et posa une main sur la sienne.
Je te donne ma parole, Éléonore. Dès aujourd'hui, tout changera. Le retour à Londres fut discret, presque secret. Le couple traversa la ville sous la pluie, les rideaux du fiacre tirés, le cœur battant de mille incertitudes. Mais cette fois, Éléonore n'était plus une épouse contrainte. Elle était une femme qui avait imposé ses conditions, et Charles, un homme décidé à tenir sa promesse. À peine arrivé au manoir d'Ashcombe, Charles convoqua son intendant et son secrétaire. Il présenta Éléonore devant eux, la voix ferme. Désormais, la duchesse participera à toutes les décisions concernant la maison et le domaine. Aucun document ne sera signé sans son accord. Les deux hommes, interloqués, inclinèrent la tête sans oser protester. La première réunion officielle fut un moment charnière. Éléonore entra dans le bureau du duc, des dossiers sous le bras. Charles l'attendait, entouré de livres de comptes et de plans. Il lui tendit une chaise. « Voici les rapports sur nos terres du Nord. J'aimerais ton avis sur la gestion des loyers. » Éléonore parcourut les chiffres, interrogea le régisseur, proposa des améliorations. Charles la regardait avec admiration, découvrant chez elle une perspicacité qu'il avait longtemps ignorée. « Tu as un sens des affaires redoutable, » reconnut-il. Elle sourit, mi-fière, mi-amusée. On ne survit pas dans une famille ruinée sans apprendre à compter. Elle éclata de rire, un rire franc, sincère, qui dissipa d'un coup la tension entre eux. Leur entente nouvelle ne tarda pas à faire jaser. Les salons londoniens bruissaient de rumeurs, mais cette fois, ce n'était pas le scandale qui faisait trembler la bonne société. C'était la nouveauté. On murmurait que la duchesse d'Ashcombe siégeait au conseil du duc, qu'elle recevait des avocates, qu'elle rédigeait elle-même les lettres de bienfaisance. Lady Grantham, exilée, ne pouvait plus nuire. Mais d'autres tentaient, sans succès, de percer le secret de ce couple atypique. Lors d'une réception, la comtesse de Wycliffe s'approcha d'Éléonore, l'air faussement aimable. « On dit que vous présidez les œuvres de charité, duchesse. Mais le duc ne trouve-t-il pas tout cela lassant ?» Éléonore répondit, le regard assuré. « Le duc soutient toutes mes entreprises. Nous croyons que la bienveillance n'est jamais lassante. » Charles, à l'autre bout du salon, intercepta la remarque et s'approcha. Il saisit la main d'Éléonore, la voix claire. « Ma femme agit avec mon plein soutien. Elle a toute ma confiance, dans la gestion de nos biens comme dans ses œuvres. » Un silence respectueux s'installa. Les regards, d'abord incrédules, devinrent admiratifs, voire envieux. Éléonore se consacra alors à ses projets. Création d'un dispensaire pour les femmes sans ressources, soutien à l'orphelinat de Millbrook, organisation de collecte pour les ouvrières du quartier Est. Charles l'accompagnait parfois, donnant son nom, ses fonds, sa présence à des causes que la société jugeait secondaires. Leurs journées étaient rythmées par les réunions, les visites, les conseils. Le soir, ils se retrouvaient dans le petit salon, partageant thé et confidences. Un soir, alors qu'Éléonore lisait une lettre d'une veuve secourue, Charles s'installa près d'elle. « Tu as changé cette maison, Éléonore. Tu as changé ma vie. » Elle posa sa main sur la sienne, émue. « Nous avons changé ensemble. » La transformation du couple rayonna jusqu'à la famille Morel. L'honneur des Morel, si longtemps bafoué, fut restauré par la réputation d'Éléonore. Les journaux louaient son intelligence, sa bienveillance, sa modernité. Amélie reçut une invitation pour une saison à Londres. Juliette retrouva la santé et la joie de vivre. Le vicomte, soulagé, redressa la tête lors des dîners mondains. Un soir, à la sortie d'un concert, une vieille amie de Madame Morel s'exclama « Votre fille fait l'admiration de tout Londres. » Madame Morel, les yeux brillants de fierté, répondit simplement « Elle a trouvé sa place, enfin. » Pourtant, tout n'était pas gagné. Certains conservateurs grondaient, dénonçant l'audace du couple. Mais la société, fascinée, dut s'incliner devant leur unité et leur réussite. Charles et Éléonore devinrent un modèle d'émancipation, d'entente, de respect. Leurs détracteurs se firent plus discrets, leurs alliés plus nombreux. Un soir, alors qu'il rentrait d'une œuvre de charité, Éléonore se tourna vers Charles,
les yeux pétillants. Crois-tu que le monde changera, un jour? Il lui sourit, la voix pleine d'assurance. Il change déjà, grâce à toi. Leurs mains se cherchèrent, complices, prêtes à affronter ensemble les défis à venir. Car derrière cette victoire, d'autres épreuves s'annonçaient. Mais désormais, rien ni personne ne pourrait briser le pacte d'égalité et de confiance qu'ils avaient de bâti, pierre après pierre, dans le tumulte de Londres et la lumière fragile de leur amour retrouvé. Les saisons avaient passé sur Londres et Ashcombe, tissant autour d'Éléonore et de Charles un cocon discret, fait de gestes quotidiens, de regards complices et de silences partagés. Loin des tumultes du scandale, ils s'étaient découverts autrement, deux êtres blessés, mais capables de tendresse, de respect et d'une complicité rare. La demeure du duc, jadis glaciale, s'était peu à peu réchauffée à la chaleur d'un foyer véritable. Chaque matin, Éléonore retrouvait Charles dans la bibliothèque, où il débattait d'affaires, de littérature ou de projets de charité. Parfois, il déposait un livre sur la table, un sourire au coin des lèvres. « Celui-ci vous plaira, j'en suis certain. » Elle lui lançait un regard rieur, piquant, et la journée s'ouvrait sur une discussion animée, où nul n'imposait jamais le dernier mot. Les soirées, elles, étaient dédiées Croissier, aux réceptions, aux œuvres, à la famille. La société londonienne, d'abord stupéfaite par ce couple atypique, avait fini par s'incliner devant la force tranquille d'Éléonore et la loyauté affichée du duc. Les rumeurs s'étaient tues, remplacées par le respect et l'admiration. Les Morel avaient de retrouver l'honneur, Juliette la sentait. Amélie préparait ses fiançailles. Tout semblait renaître sous un jour neuf. Pourtant, dans l'intimité du manoir, un seuil n'avait pas encore été franchi. Éléonore conservait sa chambre, et Charles, fidèle à sa promesse, n'insistait jamais. Il attendait, patient, que la confiance soit totale, que la blessure du passé cicatrise entièrement. Un soir d'automne, alors que la pluie tambourinait sur les vitres, Éléonore franchit le couloir qui séparait leurs deux appartements. Elle portait une robe simple, les cheveux dénoués, les joues rosies par l'émotion. Elle hésita devant la porte, le cœur battant, puis frappa doucement. Charles ouvrit, surpris, un livre à la main. Il lut dans ses yeux une résolution nouvelle, un éclat tendre et grave. « Puis-je entrer ?» murmura-t-elle. Il s'effaça, la laissa pénétrer dans la pièce feutrée où brûlait qu'était un feu discret. Un silence s'installa, dense mais sans malaise. « Je suis prête », dit Éléonore enfin, la voix claire malgré la pudeur, prête à vivre vraiment avec toi. Prête à ne plus craindre l'avenir, ni le regard des autres. Charles déposa son livre, s'approcha d'elle. Il prit ses mains, les serra doucement, sans rien brusquer. « Je t'aime, Éléonore », souffla-t-il, les yeux brillants d'émotion. « Je t'aime pour ta force, ta liberté, ta foi en nous malgré tout. » Elle se blottit contre lui, le front appuyé sur son épaule. Dans la lumière dorée, leurs ombres se mêlèrent, abolissant enfin la distance qui les avait séparés si longtemps. Cette nuit-là, ils partagèrent pour la première fois la même chambre, le même lit, la même confiance. L'amour, longtemps contenu, éclata dans la douceur et la pudeur, scellant leur alliance de corps et d'âme. Le lendemain, la maison s'éveilla dans une atmosphère nouvelle. Les domestiques échangèrent des sourires discrets. Le majordome, en apportant le thé, inclina la tête avec un respect teinté de joie. Charles et Éléonore déjeunèrent ensemble, main dans la main, riant comme deux complices devant un monde qu'ils n'avaient plus peur d'affronter. La nouvelle de leur bonheur ne tarda pas à se répandre. Les invitations affluèrent, bals, concerts, œuvres de charité. Mais cette fois, ils y allèrent ensemble, unis, sûrs de leur place et de leur histoire. Lors d'un grand dîner, la comtesse de Wycliffe osa un compliment. « On ne voit jamais le duc sans la duchesse désormais. Vous semblez former un exemple pour toute notre génération. » Éléonore sourit, le regard brillant. « Nous n'avons fait qu'apprendre à nous écouter, madame. Rien de plus, rien de moins. » Charles posa sa main sur la sienne, sous la table. Un geste discret mais vibrant de tendresse.
Les défis ne manquaient pas. La société restait parfois cruelle. La famille Morel craignait encore pour l'avenir. Et le nom d'Ashcombe n'était pas à l'abri d'un nouveau scandale. Mais pour la première fois, Charles et Éléonore avançaient ensemble, refusant que quiconque écrive leur histoire à leur place. Un matin, ils se retrouvèrent dans le grand parc d'Ashcombe, la brume flottant sur les pelouses. Charles s'arrêta, tendit la main à Éléonore. « Marchons ensemble, quoi qu'il advienne. » Elle glissa ses doigts dans les siens, la voix ferme et douce à la fois. « Toujours. » C'est ainsi que, main dans la main, ils s'engagèrent sur l'allée, décidés à défier le monde et le destin, à écrire la suite de leur vie selon leurs propres termes. L'histoire d'Éléonore et Charles, née de la défiance et du scandale, trouvait dans la confiance retrouvée la promesse d'un amour qui, cette fois, n'aurait plus de chaîne.